Monkey D. Luffy, protagoniste du manga One Piece, est sûrement le personnage le plus apprécié par la communauté des fans. Même si je dis que Sanji et mon Mugiwara est mon personnage de One Piece préféré, c'est tout simplement parce que Luffy est hors catégorie. Il est impossible à classer avec les autres personnages du même manga, puisqu'il les surpasse de très loin. Donc quand je dis que Sanji est mon Mugiwara préféré, c'est en notant la possibilité de considérer Luffy comme tel. Alors qu'en réalité, Luffy est bien évidemment le personnage préféré d'une grande partie de la communauté, même si elle ne le compte pas dans ses personnages lorsqu'elle fait des classements. Il est un peu le GOAT, le greatest of all time du manga One Piece tout simplement. Mais hélas, beaucoup considèrent après une lecture trop simple et basique que Luffy n'a pas évolué et qu'il s'agit d'un personnage assez faible d'un point de vue scénaristique, développement et traitement. Choses pour lesquelles je ne suis absolument pas d'accord et c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Après avoir traité de Vince Musanji et de Roronoa Zoro, nous nous attaquons au plus gros morceau du manga, c'est-à-dire Monkey D. Luffy. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Pour commencer la vidéo, on va parler du cas de Luffy en lui-même. Qui est Luffy, à quoi il ressemble et pourquoi il est comme il est. Et Luffy, même s'il a l'air d'être assez idiot, imbécile, il faut comprendre qu'il y a quelque chose caché derrière. Car en réalité, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de Sanji et dans d'autres vidéos, Eiichiro Oda a créé un type d'humour particulier pour chaque Mugiwara. Et l'humour de Luffy, eh bien, c'est le côté assez idiot, imbécile qui fait que cela crée des moments assez marrants. Il ne réfléchit pas deux fois avant de faire une action, et c'est ce qui crée des situations cocasses qui font rire les lecteurs. Il y a une lecture analytique possible à faire autour du personnage de One Piece pour voir que Luffy est en réalité assez intelligent, mature et réfléchi. Bien évidemment, ce n'est pas des moments que l'on voit tous les chapitres et tous les jours, puisque One Piece reste un manga où l'humour est primordial, mais il y a des moments où on se dit le Luffy du début n'aurait tellement pas réagi ainsi. Et c'est à ces moments-là, lorsqu'on se dit ça, qu'on se rend compte de l'évolution du personnage. Et Luffy est le seul personnage du manga à avoir un développement totalement différent des autres. Car oui, dès le premier chapitre, nous voyons un Luffy petit avant d'avoir un flash forward au début de l'histoire. Ce n'est donc pas un flashback, mais bien l'histoire commence Luffy petit et puis nous avons une ellipse. Et pas l'inverse. Et ce choix scénaristique de la part d'Eiichiro Oda permet de nous faire remarquer comment Luffy a évolué durant cette décennie. Alors qu'il avait une vision biaisée de la piraterie et de ses valeurs, etc., sa rencontre avec Shanks et le sacrifice de son bras lui permettront de changer du tout au tout. Luffy perdra son arrogance, deviendra quelqu'un de totalement différent et aura décidé donc de créer son aventure à partir des conséquences de l'histoire de son passé, la façon dont il se comportera avec ses Nakama et les autres personnages qu'il rencontrera, la façon dont il se battra, ses paroles, etc. sont tous des conséquences du sacrifice de Shanks. Luffy a totalement changé, et il s'agit du premier développement de Luffy. Luffy a eu une évolution dès le premier chapitre. Mais bien évidemment, pour l'évolution de Luffy, le développement et son traitement, cela ne s'arrête pas bien évidemment au premier chapitre. Il y a une suite dans ce développement, il y a une suite dans ce traitement, et dans l'évolution de Luffy à travers tous les chapitres du manga. Pour donner un exemple concret, Luffy au début du manga se considérait suffisamment fort pour surmonter n'importe quelle épreuve et adversité sur laquelle il tombera. Nous avons pu le voir face à Aokiji où il décide de prendre un 1v1, alors que lorsqu'il est face à Kizaru, Kuma et Sentomaru, il décide de demander à son équipage de fuir totalement. Et le choix de demander à son équipage de fuir, de comprendre qu'ils sont incapables de gagner, ce sont les conséquences de plusieurs choses, les conséquences de ses deux défaites face à Crocodile, de sa défaite face à Aokiji, etc. Luffy a appris de ses défaites, a évolué et a mûri. Il n'y a pas que cela, bien évidemment, il y a aussi la scène où Luffy décide de ne pas répondre aux attaques de Bellamy à Jaya, dans le bar, alors que Luffy petit critiquait Shanks lorsque ce dernier avait un comportement similaire. On voit que Luffy a pris exemple sur Shanks et a décidé de réagir comme lui. Et la finalité de la chose est que Luffy décide d'exploser la gueule à Bellamy uniquement lorsqu'il a vu que l'équipage de ce dernier ont décidé d'attaquer les alliés de Luffy, ce que Luffy n'a pas accepté. Luffy bougera donc pour les gens qui l'apprécient encore une fois. Et ce que Eiichiro Oda montre avec Luffy depuis le début du manga, c'est le fait que rien n'est noir, rien n'est blanc dans One Piece comme dans le vrai monde, tout est teinté de gris. Les pirates ne sont pas forcément méchants et la marine n'est pas forcément gentille, c'est ce que montre Luffy depuis le début du manga. Il est cette teinte totalement neutre de gris qui vient entre les deux couleurs que représentent la justice et la criminalité. Bien évidemment, l'objectif dans cette vidéo n'est pas de faire de Luffy un personnage plus complexe qu'il n'est, il reste un personnage assez simpliste, dans le sens
où l'auteur a décidé de l'écrire ainsi tout simplement pour faire des aventures de Luffy quelque chose de plus simple à digérer pour le lecteur. Mais bien évidemment, cela ne fait pas de Luffy un personnage mal écrit. Luffy est très bien écrit et Eiichiro Oda a voulu volontairement faire de Luffy un personnage assez simple pour permettre de faciliter la lecture à nous les fans. Pour prouver mes dires, je vous renvoie vers ma vidéo de Sanji où j'ai prouvé à quel point Sanji était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il y a toute une facette psychologique et philosophique autour du personnage de Sanji, implicite bien évidemment, qu'il n'y a pas pour Luffy, c'est-à-dire qu'Eiichiro Oda aurait pu faire pareil pour Luffy, c'est juste qu'il a voulu volontairement ne pas le faire. On sait que l'un des plus grands talents, l'une des plus grandes capacités d'Eiichiro Oda, c'est bien l'écriture de ses personnages. Donc lorsqu'il choisit de faire un personnage plutôt simple dans son écriture, c'est un choix scénaristique voulu. C'est la preuve que Eiichiro Oda gère l'écriture de son scénario. Il réfléchit à comment écrire son personnage pour que ce dernier touche le plus possible les lecteurs. Et ce même Luffy est donc au centre de toutes les intrigues du monde de One Piece. Il est le protagoniste et pas que le personnage principal. La différence entre protagoniste et personnage principal, c'est qu'un personnage principal, c'est quelqu'un qui sera mis au premier plan lors d'un arc ou lors de l'histoire, alors que le protagoniste, c'est celui autour de qui l'intrigue tourne. Donc nous avons le trésor du One Piece, le siècle oublié, le D, tout ça tourne autour de Luffy, c'est pour ça que Eiichiro Oda a décidé de faire de Luffy un D, c'est pour permettre au lecteur d'avoir un pont entre les mystères finaux du manga et nous-mêmes donc, grâce à Luffy. Si Luffy n'était pas lui-même un D, le mystère des D n'atteindrait pas autant les lecteurs puisqu'il s'agirait de quelque chose un peu plus loin. C'est par exemple le cas du Joy Boy où au début, à la fin de l'arc des Hommes Poissons, le Joy Boy était un mystère intéressant mais sans plus, et qui depuis le flashback Oden Kozuki, le Joy Boy est quelque chose qui intéresse beaucoup plus les lecteurs parce que nous savons qu'il a un lien direct avec le protagoniste. Nous voulons voir quel est ce lien et quelles sont les conséquences pour Luffy. Comment cela va changer le personnage de Luffy. Et c'est pareil pour le D, c'est pareil pour le siècle oublié, c'est pareil pour le One Piece. Au-delà du trésor que représente le One Piece, ce qui intéresse le lecteur, c'est de voir Luffy le trouver. Et c'est pour ça que Luffy est donc le protagoniste du manga et non seulement un personnage principal. Et l'un des plus grands talents de Luffy, et que personne ne cite hélas dans ses vidéos, c'est ses capacités à être un chef, un leader, un capitaine, voire même un commandant. C'est quelque chose que très peu de gens mettent en avant pour le personnage de Luffy et que je trouve très dommage parce qu'il s'agit sûrement du plus grand talent du protagoniste du manga One Piece. En effet, la capacité principale de Luffy est de réussir à convaincre son entourage d'accepter ses idéologies et de les faire combattre avec lui à ses côtés pour ses idéaux. On a pu le voir avec Mihawk qui le dit, il est capable de se créer tout le temps des nouveaux alliés. Cette capacité à convaincre, à faire accepter sa vision des choses aux autres, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple. C'est comme ça qu'il arrive à créer un équipage de personnages très puissants, de grande individualité. C'est comme ça qu'il arrive toujours à avoir des alliés, peu importe dans l'arc ou sur l'île dans laquelle il se trouve, peu importe les adversaires qu'il combat. Il arrive à rallier le Colisée contre Doflamingo, il arrive à rallier les prisonniers du Don contre Kaido, etc. Et même dès le début du manga, il arrive à pousser Kobe à réaliser son rêve. Il arrive à faire en sorte que Zoro rentre dans son équipage, etc. Et pour ça, il faut être soit un très bon orateur, soit il faut avoir un charisme, il faut avoir des valeurs et des principes, et il faut que ces dernières soient retranscrites dans le regard du personnage. Et Luffy, à travers un simple regard, à travers de simples paroles, il arrive toujours à pousser son entourage à se lever, à se révolter. Il est un peu le leader des rébellions, il est un peu le leader des révolutions. Il le dit à Vivi. Tu n'es pas seul, apprends à sacrifier tes Nakama, apprends à les mettre en danger. Il dit à Momonosuke, tu dois te lever, c'est à toi de demander l'alliance, pas à Kinemon. Il dit au personnage de la prison du Don, vous devez vous lever, c'est maintenant ou jamais. Nous on va se battre, si vous voulez pas vous battre, c'est pas notre problème. Le Colisée qui rejoint, le peuple de Dressrosa qui crie Luffy, qui lui fait une statue, tout ça prouve l'intelligence du personnage de Luffy, parce qu'il est un très bon orateur. Donc là, je pense qu'on a bien parlé du traitement de Monkey D. Luffy, qu'on a pu voir à quel point le personnage est beaucoup plus intéressant que ce que les gens pensent. On va pouvoir donc passer à la partie un peu plus théorique, on va essayer de réfléchir à la suite du manga pour Monkey D. Luffy. Avec notamment pour moi ce qu'il faut mettre en avant, c'est la capacité de Luffy à toujours savoir contre qui il doit se battre et s'il est capable de le vaincre ou pas. C'est quelque chose qu'on a vu à travers donc, son évolution, je l'ai dit en première partie de la vidéo, et qui se confirme de plus en plus par la suite du manga. Il a aussi, surtout, un acquis de l'observation qui se développe instinctivement et inconsciemment depuis un très long moment, puisque le acquis permet, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les acquis, de sentir la voix et donc la puissance
de ses adversaires, de savoir si ces derniers sont affaiblis, de savoir si ces derniers sont conscients, inconscients, etc. et de savoir plus ou moins leur niveau. C'est notamment ce qui permet à Luffy de savoir que Law est vivant à Dressrosa après que Doflamingo lui ait tiré dessus avec le pistolet, alors que Luffy ne sait pas qu'il lui a tiré avec des balles de plomb, et c'est ainsi qu'il saura que Lucci est le plus fort du CP9 et qu'il dira « je m'occupe du gars qui se promène avec un oiseau ». Ainsi, Luffy a toujours su contre qui il doit se battre, il a toujours su comment se battre, et lorsqu'il lance un combat et qu'il est confiant, en général c'est parce qu'il sait qu'il va le gagner. Par exemple, contre Katakuri, il dit pas « laissez-moi le battre en AV1 », il dit « laissez-moi le combattre en AV1 », et il dit si je fuis maintenant, je ne deviendrai pas plus fort ». Il savait au début du combat que Katakuri était plus fort, il savait qu'il allait souffrir, mais il savait qu'il en avait besoin pour atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir continuer. C'est pareil, après l'altercation contre Kaido à Wano Kuni, il savait qu'il devait trouver un moyen d'atteindre Kaido, et il l'a trouvé, et c'est comme ça qu'il s'est entraîné à Udon, etc., pour pouvoir l'atteindre et revenir sur le toit de Nigashima avec une capacité qui lui permet de créer des dommages à Kaido et donc de pouvoir le combattre. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Oronoa Zoro, mais je pense personnellement qu'il finira d'ailleurs le combat en 1v1 lorsque ce sera le moment et qu'il nous sortira le Gear 5. Je pense que c'est le moment parfait avec la nouvelle maîtrise des Haki, avec le fruit du démon de Luffy qui s'éveille petit à petit. J'en parle dans la vidéo de l'éveil, donc je vous invite à la regarder, mais pour moi, l'éveil des fruits du démon est expliqué dans une part par Crocodile Alabasta. Une chose qu'il dit qui est très intéressante, c'est que les fruits du démon, en tout cas les Zoan, leur éveil permet d'augmenter la résistance, l'endurance, etc. Et je pense que c'est aussi le cas pour les Paramecia, ce qui explique pourquoi Luffy est capable de beaucoup mieux tanker déjà aujourd'hui sur le toit de Nigashima par rapport au début de l'arc Wano Kuni. Ainsi, ce début d'éveil plus la nouvelle maîtrise des Haki, etc. lui permettrait d'atteindre le Gear 5 pour le combat final sur le toit de Nigashima en AV1 contre Kaido, ce qui lui permettra d'atteindre un niveau nécessaire et suffisant pour combattre plus tard Barbe Noire, etc. en 1v1 et ne plus devoir compter sur d'autres personnages. Bien évidemment, lorsqu'il prendra le 1v1 sur le toit de Nigashima, Kaido sera déjà suffisamment affaibli pour ne pas considérer que Luffy a atteint le niveau de Kaido à la fin du combat. Luffy gagnera contre un Kaido affaibli, Luffy aura donc évolué, mais il n'aura pas pour autant la puissance de Kaido à la fin de l'arc, car il gagnera contre Kaido grâce au fait que Kaido a été affaibli. Et on peut le remarquer avec le parallélisme, ça s'est passé comme ça d'ailleurs avec Oz, Luffy vient à la fin. On peut même imaginer que l'attaque finale soit tous les Mugiwara réunis contre Kaido pour pousser le parallélisme au maximum et créer un événement d'une ampleur incroyable et une finalité pour l'arc qui, je pense, satisfera énormément de monde, parce que si Luffy bat Kaido seul, même si l'analyse nous permettrait de voir que Kaido aura été affaibli à travers son combat contre les autres supernovas, etc., cela ne sera pas suffisant pour faire accepter au lecteur que Luffy réussisse à gagner et on parlera d'incohérence, etc. Alors que si tous les Mugiwara arrivent à lui porter un coup final réuni, la symbolique sera magnifique et en plus de ça, ça rendra, on va dire, la finalité du combat plus cohérente pour la majeure partie des gens. Comme Eiichiro Oda dit que nous arrivons à la fin du manga, nous pouvons imaginer qu'il ne reste pas énormément d'arcs. Et je pense personnellement que Big Mom tombera après Onigashima à l'arc Elbaf, elle a un lien avec les géants, elle fera peut-être un raid dessus, et peut-être que cela permettra à Luffy et aux Mugiwara, et surtout à Usopp, de convaincre les géants de se rallier à leur cause pour battre Big Mom, leur antagoniste, leur ennemi, et aussi donc pour permettre à Luffy d'annexer un nouveau territoire, un territoire important dans l'histoire du monde de One Piece, et qui lui donnera une puissance énorme pour la fin du manga. La fin du manga arrivera et on aura donc d'un côté les Mugiwara et son alliance, etc. contre Barbe Noire, je pense, et les révolutionnaires contre la marine, donc je ne pense pas personnellement que Luffy combattra un amiral ou un amiral en chef. Ce n'est pas son rôle principal, la marine n'est pas principale dans l'histoire de One Piece, elle est beaucoup plus secondaire, et même si la marine est une entité antagoniste aux pirates, elle est beaucoup plus une entité antagoniste aux révolutionnaires, qui je pense ont été introduits par Eiichiro Oda à la fin de l'arc de Dressrosa et durant la rêverie, pour la guerre finale, tout simplement parce que je ne vois pas sinon ça servait à quoi de les avoir introduits. Bien évidemment, je ne dis pas que Luffy n'aura aucun rôle à jouer durant la guerre finale du manga, mais je pense que la guerre finale se jouera un peu plus différemment que ce qu'on peut imaginer, et que cette dernière viendra après que Luffy ait trouvé le One Piece. Voilà pour moi ce qui va se passer par rapport à Luffy. Voilà, c'est la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Comme tu l'as remarqué, dans ce genre de format, on parle beaucoup plus du développement, du traitement et de l'écriture du personnage que de théories. Si tu veux des théories sur Luffy, n'hésite pas à le dire dans le commentaire, mais j'ai déjà fait une théorie sur le Gear 5, sur le D, sur le lien avec le Joy Boy, donc
n'hésite pas à aller les voir, elles sont sur la chaîne. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le gomu pouce bleu, n'hésite pas aussi à laisser ton avis en commentaire, que ce soit sur le sujet ou sur la vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psy, Konguru.